Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une très grande joie de vous accueillir ici ce soir, si nombreux. Vous étiez environ 200 inscrits, 200 en ligne, à vaincre la tempête et à attraper le coin de ciel bleu de cette fin d'après-midi. Au nom de la faculté de théologie, du département d'astronomie de l'Université de Genève, et en tant que présidente de la Fondation Yves et Inès Oltramar, je vous remercie infiniment pour votre présence. Les conférences à ciel ouvert, pour ceux qui nous suivent, comme vous le savez, font partie d'un programme académique destiné au partage du savoir, un savoir interdisciplinaire et à une réflexion sur les implications à la fois spirituelles et éthiques que posent tous les développements scientifiques qui nous sont offerts. Ce soir, nous recevons un invité de marque qu'on ne présente plus, mais qu'on a toujours autant d'intérêt et de plaisir à écouter, à retrouver, Étienne Klein. Il va échanger avec nous pendant une 50aine de minutes, puis dialoguera avec vous à partir des questions que vous aurez. Comme vous le savez, il est physicien au Commissariat aux énergies atomiques et alternatives, philosophe des sciences, producteur et chroniqueur de radio sur France Culture, notamment la conversation scientifique ou le pourquoi du comment. Nous vous le recommandons, 4 minutes par jour de vulgarisation scientifique. Parce que la vulgarisation scientifique, il en fait une science, un art. Il en parle même comme non seulement d'un projet culturel, mais d'un projet politique. Il nous apporte un éclairage sur des sujets pointus, complexes, qui se trouvent à la frontière des interrogations physiques et métaphysiques et qui sont posées par la recherche contemporaine. Alors il allume, si j'ose dire, littéralement des ampoules dans nos têtes et il nous donne le sentiment de mieux comprendre ce qui parfois nous semble abscon. Étienne Klein, vous êtes aussi naturellement un auteur prolifique. Votre dernier livre, paru cette année, Court-circuit, appelle à décloisonner les disciplines. Et je cite, à ne pas atomiser la vie des idées en petites spécialités étiquetées bien comme il faut. Alors dans Un ciel ouvert, ce décloisonnement des savoirs, ce croisement des regards, c'est précisément ce que nous appelons de tous nos vœux. C'est donc un immense plaisir, Étienne Klein, de vous recevoir pour apporter un peu de lumière sur ce titre énigmatique que vous nous proposez. À quelle distance sommes-nous des Lumières? Bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cet accueil. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de parler à Genève. J'étais venu récemment au mois de septembre dernier pour un colloque organisé par Guilain avec des orateurs prestigieux et je suis ravi de vous retrouver, enfin certains d'entre vous en tout cas, ce soir. Il est vrai que le titre que j'ai proposé est énigmatique et d'ailleurs je l'ai choisi dans l'espoir qu'il serait refusé. En fait, il est pas énigmatique, mais il est ambivalent, parce qu'on pourrait s'attendre, surtout quand on voit l'image de fond qui illustre l'affiche, que je vais vous parler de la lumière, de la distance de la lumière, enfin des étoiles, je ne sais quoi. Et il est vrai qu'on pourrait parler de la lumière en tant que phénomène physique, qui, pour le coup, est ambivalent et absolu à la fois, puisque la physique quantique nous dit que la lumière a une nature ambivalente, elle est à la fois ondulatoire et corpusculaire. Ou plutôt, elle n'est ni ondulatoire, ni corpusculaire. La lumière, ce n'est ni une onde, ni un corpuscule, c'est autre chose. On appelle ça un champ quantique, c'est quelque chose qu'on a du mal à se représenter par des images qui soient vraiment familières. Mais la lumière, c'est aussi de l'absolu qui se donne par le biais de la vitesse de la lumière. La théorie de la relativité d'Einstein est une théorie qui ne dit pas, contrairement à ce qu'on répète souvent, que tout est relatif, mais au contraire qu'il y a de l'absolu en ce bas monde, notamment la vitesse de la lumière. En fait, la leçon principale de la théorie de la relativité, c'est que la vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel
de sa source, ni du référentiel de celui qui la mesure. Autrement dit, quelle que soit votre vitesse dans l'espace, la vitesse de la lumière par rapport à vous sera toujours égale à la vitesse de la lumière. C'est un résultat que vous connaissez, que vous avez entendu 1000 fois, mais quand on le prend vraiment au sérieux et qu'on essaie d'examiner ce qu'il implique, donne une sorte de vertige. Ça veut dire par exemple, un objet qui vient vers vous à une vitesse proche de celle de la lumière, si cet objet est une voiture qui a tous ses phares allumés, eh bien la vitesse de la lumière que vous mesurez sera toujours la même et elle sera indépendante de la vitesse de la voiture qui vient vers vous. C'est quand même quelque chose de très singulier parce que ça montre que la lumière échappe à la loi classique d'addition des vitesses. Et une des questions d'enfant, pour le coup, qu'Einstein s'est posée, qui l'a conduit quelques années plus tard à formuler cette théorie de la relativité, c'est vraiment une question un peu stupide mais qu'il a prise au sérieux. Il s'est demandé, mais il l'a écrit dans une lettre adressée à l'un de ses oncles, qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière ? Quelle serait la vitesse de la lumière émise ? En général, on dit que les vitesses s'ajoutent. Votre vitesse par rapport au sol immobile quand vous marchez sur un tapis roulant, c'est la vitesse du tapis roulant plus votre vitesse sur le tapis roulant. Donc instinctivement, on pourrait dire que la vitesse de la lumière émise sera 2 fois la vitesse de la lumière. C'est-à-dire la vitesse de la lumière plus la vitesse de sa source. Mais qu'est-ce qui se passe, dit-il, si la lumière émise par la lumière émet à son tour de la lumière ? Ça fera 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5. Et donc il comprend, du haut de ses 15 ans, que si la lumière est capable d'émettre de la lumière, alors on peut fabriquer un escalier cinématique qui permettrait à la lumière d'aller à une vitesse infinie. Et il va répondre à cette question quelques années plus tard, en 1905, en proclamant que si la lumière était capable d'émettre de la lumière, la vitesse de la lumière émise serait la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière va toujours à la vitesse de la lumière. Donc c'est quand même des choses intéressantes. Et quand on essaie de dire en une phrase les implications de la théorie de la relativité, et là je parle de la relativité restreinte seulement, en fait elle dit que le bon cadre pour parler de cette question, c'est pas l'espace et le temps, avec le temps qui serait la 4e dimension, c'est ce qu'on a appelé l'espace-temps, structure mathématique au sein de laquelle l'espace et le temps sont intriqués. Et quand on prend l'espace-temps comme lieu dans lequel on exprime les lois de la relativité, alors elles tiennent en une phrase, qui est que dans l'espace-temps, tout va tout le temps à la vitesse de la lumière. Dans l'espace-temps, nous tous, là, on est en train de filer à la vitesse de la lumière. Et si l'un d'entre nous se déplaçait par rapport à nous dans l'espace, avec une grande vitesse, dans l'espace-temps, il irait toujours comme nous à la vitesse de la lumière. Simplement, le fait qu'il se déplace dans l'espace par rapport à nous ferait qu'il ralentirait, lui, par rapport à nous, la vitesse avec laquelle il va vers le futur. Donc tout va tout le temps à la vitesse de la lumière, mais si vous n'êtes pas immobile dans l'espace-temps, donc si vous avez une vitesse dans l'espace, si vous n'êtes pas immobile dans l'espace, si vous avez une vitesse dans l'espace, alors vous diminuez la vitesse avec laquelle vous allez vers le futur. Mais évidemment, c'est pas en faisant des jogging qu'on peut faire cette chose-là. Il faut aller à des vitesses, évidemment, qui ne sont pas négligeables devant la vitesse de la lumière. Donc voilà, on pourrait parler longuement de la lumière, de la distance à laquelle nous sommes d'une compréhension exhaustive de la lumière, mais c'est pas le thème de la soirée, c'est plutôt de réfléchir en faisant un pas de côté ou des courts-circuits à l'esprit des Lumières, à l'esprit de la philosophie des Lumières, dont nous proclamons, à tort ou à raison, que nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers des Lumières. Et en fait, quand on regarde attentivement, on s'aperçoit que pas tout à fait. Et l'idée, c'est d'établir une sorte de métrique, de mesure, qui permettrait de dire quelle est la distance qui nous sépare aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la philosophie des Lumières, que je vais condenser en esprit des Lumières. Et donc, la question est de savoir d'abord en quoi consiste cet esprit. Alors évidemment, il y a plusieurs philosophes des Lumières qui se sont exprimés sur la question. Ils ne sont d'ailleurs pas tous d'accord sur la façon de définir cette philosophie des Lumières, mais il y a quand même des traits communs que je vais essayer de résumer pour ensuite voir ou estimer plutôt la distance
qui nous en séparent. Donc le premier trait de cet esprit des Lumières, c'est celui qui promeut l'autonomie de l'entendement et la primauté de l'esprit scientifique sur la providence. Et évidemment, ce qui a alimenté cet esprit-là, c'est la révolution newtonienne qui s'était produite quelque peu de temps auparavant. Et cette tendance s'accompagne bien sûr d'une croissance de l'esprit critique. Je vous renvoie au livre de John Locke qui critique les idées innées, les idées dont on croit qu'elles sont innées, en réclamant que l'esprit critique vienne éventuellement défaire les phases, les assises arbitraires sur lesquelles elles reposent. Deuxièmement, l'esprit des Lumières est celui qui pose la finalité humaine de nos actes. Autrement dit, on ne vise pas Dieu, mais les hommes. On vise l'humanité telle qu'elle pourrait devenir sur cette terre. On fabrique un projet pour l'humanité. On propose en somme la quête du bonheur en remplacement de l'aspiration au salut. Ce qui est visé, c'est le bonheur plutôt que le salut. Le bonheur sur terre plutôt que le salut dans l'au-delà. Et à ce propos, il y a d'ailleurs un discours intéressant à lire que je vous suggère de regarder à propos de cette façon que l'Esprit des Lumières a de viser le bonheur sur terre. C'est le discours qu'a prononcé à Harvard le 8 juin 1978 Alexandre Solzhenitsyn. Ce texte, cette conférence, a beaucoup surpris les Américains. Il l'a intitulé « Le déclin du courage ». Et les Américains s'attendaient, en écoutant Solzhenitsyn, qui revenait de plusieurs années de captivité en Russie, à ce qu'il critique très vertement le communisme, le soviétisme, ce qu'il a fait, mais pas que. Il a aussi critiqué la façon de consommer, notamment, et même de penser, des Américains. Je le cite. « L'humanisme rationaliste des Lumières est en fait une autonomie humaniste qui proclame et réalise l'autonomie humaine par rapport à toute force placée au-dessus de lui. La philosophie des Lumières serait en quelque sorte un anthropocentrisme qui réclame que l'idée de l'homme soit posée au centre, sinon de ce qui existe, du moins de ce qui doit être pensé comme ayant une valeur suprême. L'homme moderne prétend se suffire à lui-même, s'auto-créer, forger par soi seul les normes de son existence. » Et donc c'est pour lui l'élimination de toute forme de transcendance, de spiritualité, on pourrait dire, même si le terme est assez vague. Il y a un troisième point qui est jamais explicite, mais qui est sous-entendu par la référence à la science, notamment la science newtonienne, c'est qu'à partir de la philosophie des Lumières, l'homme peut se considérer comme étant un être d'antinature. Alors, ça ne veut pas dire qu'il soit contre la nature, mais il pense que, en connaissant par la science les lois de la nature, il pourra s'en émanciper. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est faux. La séparation que nous avons avec la nature n'est pas poreuse. La nature rétroagit à nos propres actions. On en parle même tous les jours en ce moment à la COP et même tous les jours quand il n'y a pas de COP, tellement le sujet s'impose à nous. Et on entend beaucoup de gens dire qu'il faudrait liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde. C'est-à-dire que la science nous a donné un pouvoir, notamment un pouvoir technologique, qui nous a fait exploiter notre environnement, la Terre, ses ressources, au-delà de leur capacité réelle, et on serait en quelque sorte piégé. Et c'est une tendance qu'on entend dans la bouche de beaucoup d'étudiants, y compris des étudiants en sciences, qui accusent la science d'être la coupable, et proposent donc de la liquider en quelque sorte. Et c'est tout un travail de leur dire que, évidemment, c'est pas avec la philosophie, plutôt avec la physique d'Aristote, qu'on va régler les problèmes de réchauffement climatique, ni avec la biologie de Pline l'Ancien, qu'on va résoudre les problèmes d'épidémie, etc. Et donc, c'est tout un travail d'équilibriste de tenter de les convaincre qu'il faut plutôt retravailler l'idée de domination, en l'occurrence de la nature, pour qu'elle ne... l'idée de raison, excusez-moi, je sors d'une grippe, hein, je m'en excuse, donc je vais faire des lapsus parce que ma tête est en surchauffe. Donc, il faut retravailler l'idée de rationalité, pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de domination. Ensuite,
L'esprit des Lumières, évidemment, invite à croire à l'universalité, notamment à celle des droits de l'homme. On croit également, je l'ai dit, à un universel lié à la science, aux vérités des sciences. L'une des idées que défendaient les Lumières était en effet que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité, sur laquelle elle n'a pas de prise. Autrement dit, quoi que pense le peuple, si le peuple se trompe scientifiquement, il a tort. La souveraineté du peuple s'arrête là. Je cite par exemple David Hume. David Hume qui écrit en 1742 cette phrase. Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure au repos, en dépit de ces raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. La vérité ne saurait relever d'un vote. Fin de citation. Mais là, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu, puisque celui-ci peut toujours, face au pouvoir, se réclamer du vrai. Autrement dit, l'autonomie de la vérité permet d'attaquer un pouvoir qui mentirait à propos de ce qui est connu scientifiquement comme faux. Alors, vous voyez que c'est... Évidemment, il a raison, mais l'exemple qu'il prend n'est pas bon, puisque il dit que la Terre tourne autour du Soleil, ce qui est vrai, mais c'est pas bien de le dire comme ça. C'est pas bien de le dire ça parce que quand vous dites cette phrase, la Terre tourne autour du Soleil, vous sous-entendez que le Soleil est un référentiel particulier, c'est le centre, c'est un centre. Et donc, vous attribuez au Soleil un référentiel qui le distingue des autres. Or, la théorie d'Einstein de la gravitation, et là je ne parle plus de relativité restreinte, mais de la relativité générale, nouvelle théorie de la gravitation qu'il a publiée en 1915 et qui sert aujourd'hui de référence quand on fait de la cosmologie et d'une façon générale quand on étudie la gravitation à grande échelle. Bien, ce que dit la théorie de la relativité générale d'Einstein, c'est que tous les référentiels sont absolument équivalents. Il y a une démocratie des référentiels. Autrement dit, il n'existe pas de référentiel dont vous puissiez dire qu'il a des propriétés qui le distinguent des autres référentiels. Ils sont absolument équivalents. Et donc, quand vous dites la Terre tourne autour du Soleil, vous faites comme si le Soleil avait un statut particulier qui le rendrait différent du référentiel de la Terre, statutairement. Et ça, c'est faux. Et donc, il faudrait plutôt dire, si on prend comme référentiel le Soleil, alors la trajectoire de la Terre autour du Soleil est une ellipse dont le Soleil occupe un des foyers, etc. Ce qui n'est pas tout à fait le même énoncé. D'accord ? Voilà. Ça veut dire que la vérité scientifique, elle n'est pas absolue, elle n'est pas posée là définitivement. Il y a des vérités qui sont en effet invariables, genre la Terre est ronde. On ne voit pas très bien ce qui pourrait se passer qui permettrait de changer cet énoncé. Mais il y en a d'autres dont l'énoncé devrait être modifié à mesure que nos connaissances et nos façons de penser même évoluent. Et enfin, évidemment, le dernier point le plus important, c'est que la philosophie des Lumières met en avant, théorise, promeut l'idée de progrès. Bon. Le verbe progresser est un très vieux mot, mais pendant très longtemps, il a eu une connotation spatiale. Quand on disait une armée progresse, on voulait signifier qu'elle avance dans l'espace et non pas qu'elle améliorait la qualité de son matériel, par exemple. Donc progresser était un verbe à connotation spatiale. Et tout d'un coup, au XVIIIe siècle, on l'applique au temps lui-même, avec l'idée qu'on peut progresser au cours du temps, c'est-à-dire s'améliorer. Et finalement, le progrès, j'ai regardé dans les dictionnaires, le Lalande et d'autres, il y a pas mal de définitions assez différentes. Mais elles reposent toutes sur l'idée qu'on peut, a priori, distinguer le bien du mal. Et finalement, croire au progrès, c'est considérer que le négatif est relatif. C'est-à-dire que ce qui ne va pas, le négatif, ce qui ne va pas dans une société, un objet technique, une personne, n'est pas condamné à toujours mal aller, c'est au contraire le ferment du meilleur. Donc ce qui ne va pas, c'est ce sur quoi vous pouvez travailler
pour sortir cette chose de la négativité, pour la faire progresser. Et cette définition, qui est en fait implicite dans toutes les autres définitions du progrès, me semble être problématisée par le fait que la séparation aujourd'hui entre le bien et le mal n'est pas toujours facile à faire, au sens où on peut tout à fait faire le mal au nom du bien, se réclamer du bien pour faire le mal. Le XXe siècle a illustré cela de façon à la fois spectaculaire et tragique. Le nazisme, par exemple, alors c'est pas une bonne philosophie, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est une philosophie qui nomme très précisément ce qu'on appelle le bien pour une société. C'est une société dans laquelle il y a des Aryens qui ont le pouvoir, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de malades mentaux, etc. Et pour faire advenir cette société, on élimine ceux qui ne lui correspondent pas. Donc on fait le mal, enfin ce qu'on peut appeler le mal, au nom d'une idée trop précise du bien. Et donc vous voyez que ce critère-là fait qu'on va peut-être devoir réexaminer l'idée de progrès, et je le ferai tout à l'heure. Mais peut-être que pour résumer les choses d'une façon plus simple, il suffit de lire un livre qui s'intitule « Qu'est-ce que les Lumières ?», qui a été écrit par Emmanuel Kant, publié en 1784, donc peu de temps avant la Révolution, et il résume tout. Par exemple, il dit, dès les premières lignes, « Qu'est-ce que les Lumières ?» Réponse, c'est la sortie de l'homme hors de sa minorité dont il est lui-même responsable. Alors qu'est-ce qu'il appelle la minorité ? C'est l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Et c'est une minorité dont l'homme est lui-même responsable, puisque la cause en réside non dans un défaut de l'entendement, mais dans un manque de décision de s'en servir sans la direction d'autrui. Sapere aude, vous connaissez la formule, et le courage de te servir de ton propre entendement, voilà, dit-il, la devise des Lumières. Essaie de te servir de ton propre entendement, pour le dire autrement, essaie de penser par toi-même. Donc c'est une espèce d'éloge de l'autonomie de l'esprit critique par rapport à toutes les directions de conscience qu'on peut imaginer. Kant ne s'intéresse plus là aux conditions de possibilité de la connaissance, mais à ce qui se passe lorsque les normes de la vérité deviennent caduques, notamment du fait des progrès de la science. Comment penser quand les sciences nous obligent à repenser notre façon de penser ? Et vous voyez que cet éloge de l'esprit critique, lui aussi, on peut le questionner, parce que l'esprit critique, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Le bon esprit critique, c'est celui qu'on s'applique à soi-même. C'est celui par lequel on va soumettre à ce que nous pensons des arguments critiques qui viennent contester ce que nous pensons. Et penser, c'est voir si notre pensée est capable d'absorber, de contester tous les arguments qui viennent la malmener. Penser, c'est penser contre sa pensée, en fait. Sinon, on est plutôt dans le régime de la croyance, où tous les arguments qu'on envisage de citer sont des biais de confirmation. Mais le mauvais cholestérol, le mauvais esprit critique, pardon, ça c'est vraiment la grippe, je vous jure que c'est... Le mauvais esprit critique, c'est celui par lequel on va contester les vérités officielles au motif qu'elles sont dites, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles servent les intérêts de telle ou telle communauté, élite et autres. Par exemple, les gens qui pensent que la Terre est plate se réclament de l'esprit critique. Voilà. C'est le fait de contester tout ce qui a été établi avec beaucoup d'arguments au motif que l'esprit critique réclame que même les vérités les plus assurées soient contestées et parfois même niées. Et donc, voilà en gros ce qu'on pourrait appeler l'esprit des Lumières. Et la question est de savoir si nous sommes vraiment, comme nous le proclamons, les héritiers de cet esprit-là, ou est-ce que finalement nous nous sommes éloignés de cet esprit. Et peut-être que nous avons aussi compris que dans la philosophie des Lumières, il y a parfois des grosses naïvetés qui ont été dévoilées par la suite de l'histoire. J'en vois deux que je vais citer rapidement. La première, c'est l'idée que si on forme des scientifiques dans une société donnée, alors on enclenchera une succession mécanique
de différents types de progrès. On trouve cette idée chez Condorcet, par exemple. Un progrès scientifique va enclencher naturellement, dans sa suite, un progrès technique qui lui-même va engendrer un progrès matériel, qui lui-même va engendrer un progrès moral et qui lui-même va engendrer un progrès politique. Par exemple, dans l'article de l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, si vous lisez l'article géomètre, l'ancien mot pour dire mathématicien, c'est un article magnifique qui est écrit par d'Alembert. Et à la fin de cet article, il dit prenez une nation tyrannique, formez-y quelques géomètres, quelques mathématiciens. Quelque temps plus tard, le peuple se libérera de son joug. Voilà. Il suffit de former des mathématiciens et la démocratie finit par s'imposer. Bon, d'Alembert n'a pas visité la Corée du Nord, où il existe d'excellents mathématiciens. Alors, ça ne suffit pas. Autre naïveté, quand il décide d'écrire cette encyclopédie, d'Alembert et Diderot ont d'abord comme projet de traduire l'encyclopédie britannique. Faire simplement un travail de traduction. Et puis remarque que dans l'encyclopédie britannique, il y a des entrées alphabétiques grâce auxquelles on peut développer toutes les connaissances de l'époque, scientifiques et autres. Mais on ne parle pas de technique. On ne parle pas d'objets techniques. Et ça ne leur convient pas. Et c'est pour ça que dans l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, il y a les 24 tomes dans lesquels on trouve des entrées alphabétiques avec des définitions, des explicitations de connaissances. Mais ils ont ajouté 5 tomes magnifiques qui sont constitués de schémas, de dessins, d'illustrations qui expliquent comment fonctionnent tous les objets techniques de l'époque. Et d'ailleurs, ces 5 tomes sont d'authentiques œuvres d'art, tellement les dessins, les représentations sont bien faites. Et on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils ont éprouvé ce besoin d'expliquer les objets techniques de l'époque. Mais il suffit de les lire. Il suffit de lire l'introduction à l'encyclopédie, rédigée par Diderot, qui dit d'une part, les dessins, les illustrations ont des vertus pédagogiques qui permettent de comprendre comment fonctionnent les objets techniques. Mais, et c'est là le point le plus important, il ajoute que plus le peuple utilisera dans la vie quotidienne des objets techniques, mieux les principes scientifiques qui rendent ces objets possibles seront connus du peuple. Autrement dit, la familiarité avec les objets techniques serait vectrice de pédagogie scientifique. Pour reprendre les mots de tout à l'heure, la technologie serait vulgarisatrice des sciences. Et c'est pour ça qu'ils ont expliqué dans cette encyclopédie comment fonctionnent les télescopes, comment on peut fabriquer du verre, comment fonctionne l'imprimerie, comment fonctionnent les outils agricoles, etc. Voilà. Et peut-être que ce pari qu'ils font là a été réussi à certaines époques. Si vous lisez le livre de Kundera qui s'appelle L'immortalité, dans lequel il parle de ce problème, Kundera cite en exemple Goethe, l'écrivain que vous connaissez, en disant que Goethe maîtrisait toutes les techniques de son temps. Il savait construire un télescope, il savait discuter avec son médecin de tous les types d'opérations chirurgicales que son médecin pouvait faire, il savait bâtir une maison, etc. Donc il y a peut-être dans l'histoire des moments où toutes les techniques d'une époque pouvaient être maîtrisées, comprises par un individu donné. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que, et là pour le coup, notre distance par rapport aux Lumières est très grande. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Autrement dit, plus un objet technique est complexe, et plus il est facile de l'utiliser. Plus il est complexe, plus il est convivial. L'exemple qui vient à l'esprit, évidemment, c'est votre smartphone, qui est, compte tenu de sa taille, l'objet le plus complexe qu'on puisse imaginer, et cet objet est vendu sans notice. Sans notice. On apprend à s'en servir sans rien comprendre à la façon qu'il a de fonctionner. À toutes les étapes du processus. Comment se fait-il qu'en appuyant sur un écran, vous pouvez sélectionner une lettre? Personne n'en sait rien. Vous rédigez
on ne sait pas trop comment, un message, vous appuyez sur envoyer, le destinataire du message en Australie reçoit le message, au bout de combien de temps, on ne sait pas. Par où le message est-il passé? Par des satellites, des câbles sous-marins, dans l'air, on ne sait pas. D'accord? Autrement dit, plus un objet est complexe, plus il est facile de le distinguer de la magie. Et d'ailleurs, quand on voit que ça marche, on devrait tous être désireux de comprendre comment ça marche. On serait désireux de s'instruire, mais comment ça se fait que ça marche? On doit être émerveillé, et cet émerveillement devrait nous rendre curieux. Mais en fait, non. Non. On sait que c'est compliqué, donc on lâche l'affaire. Et donc, paradoxalement, et c'est là que la distance avec les Lumières devient vraiment importante, ça les aurait beaucoup choqués, la technologie nous éloigne de la science. Elle nous éloigne de la science parce qu'elle est inutile en pratique. Elle est pratiquement inutile. Elle n'aide pas ceux qui connaissent la science à mieux utiliser leur smartphone. Vous êtes en Suisse où tout se passe bien. Moi, je viens de France où tout se passe mal. Non, c'est pas que ça se passe mal, c'est que les Français pensent toujours que ça se passe mal parce qu'ils sont pessimistes. Mais en tout cas, il y a des rapports, des études internationales qui montrent qu'en France, il y a un effondrement du niveau en mathématiques dans les collèges, etc. Un effondrement quand on regarde les chiffres qui est réel. Hein. Par exemple, il n'y a que 22% des élèves qui rentrent en classe de 6e, donc il y a à peu près 10 ans, qui savent placer la barre 1,5 sur une échelle graduée de 0 à 5, une échelle linéaire. 0, 1, 2, 3, 4, 5. On leur demande de mettre la barre 1,5 sur cette échelle, et il n'y en a que 22% qui réussissent. C'était 89% il y a 10 ans. Donc c'est vraiment un effondrement. Est-ce que les élèves qui sont incapables de mettre la barre 1,5 sur cette échelle sont entravés d'une quelconque façon dans le maniement qu'ils ont de leur propre smartphone et des applications? Non. Alors qu'il y a peut-être une époque où le fait de ne pas savoir faire ce simple exercice aurait été un handicap dans la maîtrise de certains objets technologiques. Donc voilà, il y a des naïvetés chez les Lumières qui sont devenues apparentes, et notamment, outre l'idée de progrès que j'ai évoquée tout à l'heure, en France, on a fait une étude, et je pense que le résultat serait le même en Suisse. En France, on a mesuré, grâce à un logiciel, l'occurrence de certains mots dans les discours publics. Et le travail qu'on a fait, c'était pour l'Académie des technologies, a été de faire cet exercice pour le mot progrès. Alors, on essaie de regarder à quelle fréquence le mot progrès intervient dans les discours publics. En prenant comme référence des textes qui correspondent à des discours politiques, à des publications, en évitant évidemment de piocher dans les réseaux sociaux, etc. Et ce qu'on voit, c'est des choses qu'on peut deviner avec son oreille, ou par ses lectures, c'est que le mot progrès a été écrit pendant 3 siècles, pendant cette période qu'on appelle la modernité, avec une lettre majuscule. Il y avait le progrès, qui était quasiment une idéologie. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale, et il a commencé de décliner dans les années 1980, date à laquelle apparaît un mot très ancien qui avait été abandonné et qui ressurgit là, qui est le mot innovation. L'innovation monte, 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 le progrès descend. Le croisement de la courbe du progrès qui descend se fait avec la courbe de l'innovation qui monte, se fait en 2003. Et entre 2007 et 2012, en gros, en un quinquennat, le mot progrès a complètement disparu des discours politiques. Il a été remplacé par le mot innovation. Alors on pourrait dire que c'est une permutation d'un mot avec un mot synonyme et qu'on a simplement modernisé notre discours sur le progrès. Mais quand on regarde les choses plus attentivement, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Je veux dire par là que notre façon de parler de l'innovation aujourd'hui ne rend pas justice à l'idée de progrès. Alors je vais passer 5 minutes à essayer de vous convaincre de cette situation. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle le progrès? J'ai donné une définition tout à l'heure, mais on peut aussi reprendre
celle que proposait Emmanuel Kant dans le petit texte que j'ai cité tout à l'heure. Emmanuel Kant dit « Le progrès est une idée doublement consolante et sacrificielle. » Doublement consolante et sacrificielle. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je pourrais vous le citer longuement, mais je préfère résumer ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Alors, elle est consolante une première fois. Pourquoi? Parce qu'elle nous console des malheurs du présent. Vous croyez au progrès, c'est-à-dire vous pensez que le futur sera pour vos enfants, vos descendants, meilleur que pour vous, et donc vous tolérez mieux les malheurs du présent au motif qu'ils sont provisoires. Mais elle est consolante, cette idée, pour une deuxième raison, dit Kant, qui est qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Sacrifice. C'est-à-dire que le progrès, ce n'est pas automatique, il ne suffit pas d'y croire pour qu'il advienne. Et donc, pour que le progrès se réalise, il faut travailler, se sacrifier, pour le faire advenir. Pour le dire en une phrase, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Autrement dit, c'est le refus de la bohème. C'est le refus de jouer de la flûte dans la rue. C'est se sacrifier pour la suite de l'histoire. Et évidemment, on ne fera pas d'omelette sans casser des œufs. Il y aura des sacrifices. Et par exemple, pour illustrer le fait que l'idée de progrès donne un sens au sacrifice qu'elle impose, prenons un seul exemple, celui du premier accident ferroviaire grave qui s'est produit en France. C'était le 8 mai 1848, sur la ligne qui va de Versailles à Paris. Le train a déraillé à Meudon. Il a pris feu. Les gens étaient enfermés dans les wagons puisque les portières des wagons avaient été plombées. Vous avez remarqué que des gens se suicidaient quand le train roulait sur le viaduc qui arrive à Versailles. Et pour empêcher les suicides, on avait plombé les portes. Donc les gens sont morts, plus d'une centaine sont morts brûlés vifs. Et ça avait lancé un débat dans la presse. Est-ce que c'est raisonnable d'utiliser le chemin de fer qui va guère plus vite que les chevaux et qui présente des risques comme ceux que l'accident de Meudon vient d'illustrer? Et quand on lit la presse de cette époque, on s'aperçoit que très rapidement, le ton change. Pour dire que finalement, oui, mais les ingénieurs vont comprendre l'accident, on va faire progresser les techniques de sorte que de tels accidents ne pourront plus se reproduire. Et donc, l'idée de progrès permet de donner un sens au sacrifice qu'elle impose, en l'occurrence. Et celui qui va clore l'affaire, c'est Lamartine, le poète Alphonse de Lamartine, qui était député, et qui, le 11 mai 1848, donc seulement quelques jours après l'accident, prend la parole à la tribune, évoque les victimes, l'accident, et conclut son discours en disant « Plaignons-les, les victimes, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. Mais marchons. La civilisation a besoin que certains se sacrifient pour elle. » Vous voyez qu'aujourd'hui, un député qui tiendrait de tels propos après un accident grave aurait peu de chances d'être réélu. Et donc, je reviens à l'idée de progrès définie par Kant. L'idée de progrès suppose une philosophie de l'histoire. Elle commence par un travail intellectuel, par un effort intellectuel. Croire au progrès, c'est configurer le futur, à l'avance donc, d'une façon crédible et attractive. Les deux en même temps. Crédible, pourquoi? Parce que le progrès, c'est pas l'utopie. Il ne s'agit pas de penser à un monde complètement différent du nôtre. Il s'agit de penser à un monde qu'on pense pouvoir atteindre grâce notamment à la science et à la technique qui sont présentés comme les moteurs de l'idée de progrès. Et il faut que ce soit attractif, parce que évidemment, si ça n'est pas attractif, on ne fera pas l'effort de réaliser ce monde du futur configuré à l'avance. Et vous voyez bien que aujourd'hui, tenir sur le futur un discours qui soit crédible et attractif, c'est plus dur qu'avant.
Je ne parle pas des scientifiques qui parlent du futur en termes de... Je ne parle pas des physiciens qui parlent de trous noirs, de bosons de Higgs, de physique des particules qui, eux, continuent de nous faire rêver. Je parle des scientifiques qui parlent de biodiversité, de climat, de pollution diverses. Quand ils parlent du futur, c'est pas attractif. Et pourtant, c'est crédible. Et l'abandon du mot progrès vient peut-être du fait qu'on n'arrive plus à tenir un discours collectif sur le futur qui soit à la fois crédible et attractif. Ceux de ma génération, moi je suis né en 1958, se souviennent qu'adolescents, ils recevaient des magazines pour adolescents dans lesquels chaque semaine leur était présenté et représenté l'an 2000. L'an 2000 était dessiné, on nous expliquait semaine après semaine comment en l'an 2000 on allait voyager, se divertir, travailler, communiquer, se nourrir, etc. par des bandes dessinées. Donc le futur était mis dans notre présent, avec 25 ans d'avance. Et chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur attractif, dans beaucoup de cas, qui nous était présenté à l'avance. C'était même tellement attractif que je me souviens avoir eu des camarades qui étaient pressés de vieillir. Voilà. Il y a une sorte d'impatience de l'an 2000. Je disais, mais qu'est-ce qu'on est là à glander en 1974 alors que l'an 2000 et ces machines volantes, ces voitures volantes nous attendent. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a très peu de gens qui sont pressés de vieillir. Et d'ailleurs, l'an 2000 a été configuré d'une façon très précise, mais 2050 ne l'est pas, 2100 encore moins. Et donc on peut se demander si, dans l'abandon du mot progrès, il n'y a pas un effet purement numérologique. On est passé, on a changé de siècle, et même de millénaire. Et donc il y a une attente pour l'an 2000 qui a servi d'horizon projectif d'une façon très très forte. C'est un peu comme un alpiniste, si vous voulez, qui escalade une montagne. Quand il est dans l'ascension, il est entièrement tendu vers l'objectif. C'est son but. Il fonce, il veut le sommet, il l'atteint, il a une joie éphémère et ensuite il faut redescendre. Voilà. Ceux d'entre vous qui font l'alpinisme savent que quand on redescend, on a mal aux genoux, on a mal partout, on est fatigué, et c'est pas le moment de reformuler des projets d'ascension pour plus tard. C'est plutôt plus jamais ça, quoi. Et il me semble que ça, vous voyez, mais je pense que ça joue un petit peu. C'est-à-dire que en France, par exemple, le sentiment de déclin, le sentiment de s'éloigner du but qu'on avait fixé à l'an 2000 est en grande partie responsable de la dépression dans laquelle nous sommes. On s'éloigne de notre objectif, de même qu'un alpiniste qui descend, finalement, s'éloigne de l'objectif qu'il s'était fixé. Et on n'arrive pas à fabriquer un horizon projectif qui est la même puissance que celle qu'avait pu avoir l'an 2000. D'accord ? Et donc, on n'a plus de philosophie de l'histoire. C'était plutôt une bonne nouvelle, puisque beaucoup d'entre elles étaient quand même assez mortifères. Mais on est dans une situation par laquelle, et je vais terminer là-dessus, par laquelle le concept d'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Alors, je vais expliquer pourquoi, avec un collègue de mon laboratoire qui s'appelle Vincent Bontemps, qui est philosophe. On a étudié l'histoire du mot innovation, pour essayer de savoir d'où ça vient. Et on a vu que ce mot est apparu en bas latin, innovatio, au XIVe siècle. Et à cette époque, c'était un vocabulaire juridique. Ça faisait partie du vocabulaire juridique. Une innovatio, c'était ce qu'il fallait changer à un contrat déjà signé pour que ce contrat demeure valide alors que des choses se sont modifiées dans son périmètre. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat. C'est ce qu'on doit changer au contrat pour que la validité du contrat ne change pas. Et donc vous voyez que l'innovation, d'emblée, a à voir avec la conservation. C'est ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas. Ensuite, le mot va circuler dans d'autres sphères, dans d'autres secteurs. Vous le retrouvez par exemple chez Machiavel, dans Le Prince. Et il n'y a aucune connotation scientifique dans le mot innovation que je viens de citer là.
Machiavel dit quand le prince a le pouvoir, il ne doit surtout pas innover. Il doit faire ce que la tradition du métier de prince l'oblige à faire. Organiser des fêtes, recevoir, inaugurer des choses, etc. Sauf, dit Machiavel, si le pouvoir du prince est menacé. Alors, si son pouvoir est menacé, il doit changer des choses pour conserver le pouvoir. Encore une fois, l'innovation est associée à un principe de conservation. Et le mot ne sera associé à la technique, innovation technique, qu'au XVIIe siècle, dans un livre rédigé par un philosophe britannique qui s'appelle Francis Bacon, traduit en français sous le titre « Essais et conseils civils et moraux ». C'est un texte, j'insiste, de la première moitié du XVIIe siècle, donc avant le XVIIIe, avant le siècle des Lumières. Et dans ce livre, il y a un chapitre d'une dizaine de pages qui s'intitule « L'innovation ». Et c'est la première fois que quelqu'un parle de l'innovation technique. Et ce que dit Francis Bacon, c'est un texte incroyable parce que moi je le donne à mes étudiants, c'est un texte traduit en français, je l'ai dit, il est paru traduit en français aux éditions Vrin, les éditions qui sont place de la Sorbonne à Paris. Donc vous pouvez acheter le livre en français aujourd'hui. Et je le donne à mes étudiants sans leur dire qui a écrit ce texte, ni quand il a été écrit. Et je leur demande, à votre avis, quel est l'auteur de ce texte? Alors les uns me disent Jacques Attali, d'autres Alain Minck, certains me disent Bruno Le Maire, depuis qu'ils savent que Bruno Le Maire est écrivain. Et vous voyez, là c'est signe de mauvais signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils croient, ils reconnaissent dans ce texte très ancien notre façon de parler de l'innovation aujourd'hui. Autrement dit, il semblerait que nous parlons de l'innovation telle qu'on en parlait avant le siècle des Lumières. Que dit Francis Bacon dans ce texte? Je pourrais vous citer des passages, mais je résume. Il dit que le temps qui passe est corrupteur. Il dégrade les situations. Plus le temps passe, moins ça va bien. Les forces du mal sont continues, alors que les forces du bien étaient maximales au départ. Et donc, comment empêcher que le monde se défasse? Comment empêcher la dégradation du monde du fait que le temps passe? Par l'innovation technique. L'innovation technique, c'est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde. C'est ce qu'il faut faire pour maintenir le monde. Okay? Il dit aussi que si on innove trop rapidement, techniquement, l'innovation sera perçue par le peuple comme une étrangère et sera rejetée. Si on innove trop lentement, le temps corrupteur produira des dégâts impossibles à réparer. Et donc, dit-il, en conclusion, il faut innover au rythme du temps pour que le monde se maintienne. Autrement dit, innover, c'est faire ce qu'il faut, c'est changer ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas. Et alors que l'idée de progrès s'appuyait quant à elle sur un temps constructeur, non pas corrupteur, un temps qui est complice de notre liberté et de notre volonté. Autrement dit, la rhétorique de l'innovation est une rhétorique qui s'appuie non pas sur certaines idées qu'on a du futur, mais sur l'état critique du présent. On voit qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer, et on réfléchit à ce qu'il faudrait faire pour que, bien que ça ne puisse pas durer, on fasse en sorte que ça dure. C'est l'état critique du présent qui sert de référence. Je sais que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais en 2010, l'Union européenne, vous savez, a changé d'appellation. Avec le traité de Lisbonne, avant, elle se voulait Société de la connaissance. Et en 2010, elle a changé son fusil d'épaule pour devenir l'Union de l'innovation. C'est le H2020 pour ceux qui connaissent, l'horizon 2020. Et il y a un texte de 50 pages que vous pouvez trouver sur Internet qui explique pourquoi l'Europe a mis l'accent sur l'innovation plutôt que sur la connaissance. Et la première page de ce texte de 50 pages qui contient le mot innovation 307 fois, sans jamais le définir, c'est une première page que je connais à peu près par cœur, elle dit ceci: l'Europe a compris qu'elle est devant des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Changement climatique, raréfaction des ressources,
vieillissement de la population, etc., etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. C'est un plagiat de Francis Bacon, qui n'est pas cité. C'est l'état critique du présent qui détermine nos actions et non pas une certaine idée qu'on a du futur. On parle beaucoup de la transition énergétique, écologique, on en parle partout, en France, en Suisse, dans toute l'Europe. Vous voyez qu'on n'est jamais très précis sur la transition. Est-ce que vous avez remarqué une chose étonnante en langue française? Dans la langue française, dans toutes les langues indo-européennes, en fait. Vous savez, les Grecs avaient remarqué qu'il y a une contradiction entre l'idée de changement et l'idée d'identité. Hein, si une chose a changé, bah, c'est qu'elle n'est plus identique à elle-même. Et si elle est identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé. Il y a une contradiction qui a clivé la philosophie. Parménide, Héraclite, philosophie de l'être, philosophie du devenir, etc. Comment est-ce qu'on a résolu ce paradoxe? Par un stratagème linguistique assez bizarre, qui est que, en langue française, le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il change. Hein, par exemple, si je dis que X étant un monsieur, une chose, une technique, une façon de faire, si je dis que X a changé, à la fin, j'ai toujours affaire à X. Autrement dit, X n'est pas devenu Y. Un changement, ce n'est pas un remplacement. Si je dis que monsieur X a changé, j'ai toujours affaire à monsieur X. Ce qui a changé, c'est sa coupe de cheveux, son tour de taille, que sais-je encore. Mais c'est toujours lui. Autrement dit, le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il a changé. Et ce qui a changé, ce n'est pas le sujet, c'est quelque chose du sujet, un paramètre secondaire. Autrement dit, un changement, ça n'est pas un remplacement. On ne remplace pas quelqu'un par quelqu'un d'autre. C'est toujours la même chose à la fin qui se présente d'une façon peut-être différente, mais son identité n'a pas été modifiée ni remplacée. Vous voyez que la transition énergétique, en France, il y a des tas de débats. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une transition énergétique et écologique qu'il faut faire. Parce que ça ne peut pas continuer. Donc il faut changer des choses. Et le débat commence quand on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on veut garder, et qu'est-ce qu'on doit changer pour garder ce qu'on veut garder. D'accord ? Par exemple, il faut décarboner l'énergie. Très bien. Mais avec du nucléaire ou sans nucléaire? Et là, toutes les coalitions qui s'étaient mises d'accord sur la transition énergétique explosent parce qu'elles n'ont pas mis les mêmes choses derrière le même mot. Et donc, il me semble, et c'est un peu ma conclusion, c'est que si vous croyez au progrès, et moi je pense qu'il faut, sinon y croire, du moins, et c'est une dette qu'on doit aux générations les plus jeunes d'aujourd'hui, on doit fabriquer un récit. Il faut raconter une histoire pour le futur. L'éco-anxiété qui touche beaucoup d'adolescents et de jeunes, avec l'impression que c'est fichu, c'est quand même psychiquement quelque chose d'assez ravageur. Et il me semble, non pas qu'il faille reconstituer un récit comme celui dont j'ai bénéficié à propos de l'an 2000, mais quand même raconter une trame historique qui donne un sens à ce que nous faisons, pour que les jeunes, notamment, sachent dire pourquoi, en 2 mots, pourquoi ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils veulent? À quoi va servir leurs actions présentes? Et quel est le but que, de façon implicite, ils souhaiteraient réaliser par leurs actions, leurs choix, leurs engagements? Il y a un philosophe français que vous connaissez sûrement qui s'appelle Georges Canguilhem. En 1974, il a écrit dans la revue Esprit un article qui s'intitulait « De la décadence de l'idée de progrès », dans lequel il annonçait un peu ce que je viens de décrire. Et lui dit, finalement, dans une première phase, le progrès a été pensé en association avec l'idée de lumière, siècle des Lumières, idée de conservation. Puis au XIXe siècle, il est plutôt associé à la thermodynamique, c'est-à-dire à machine à vapeur, l'ère industrielle, etc. Et la thermodynamique, c'est l'idée qu'il y a une dégradation de l'énergie. Donc il a cette jolie formule, il dit le passage de l'association de l'idée de progrès à celle de lumière, à l'idée de progrès associée à la vapeur, à la chaleur, c'est une sorte de dégradation thermodynamique de la lumière en chaleur. Et il dit, mais
aujourd'hui, on est en 1974 pour lui, à quoi est-ce qu'on pourrait associer à nouveau, à quel symbole on pourrait associer l'idée de progrès? Parce que finalement, si vous croyez au progrès, vous devez soumettre cette idée à elle-même. C'est-à-dire, vous devez la faire progresser, plutôt que de la laisser dans l'état où elle a été inventée et pensée par les philosophes de lumière, dont on a vu que, sur certains points, ils étaient assez naïfs. Donc, à quel symbole, c'est une question que je vous pose, hein, à quel symbole souhaiteriez-vous associer l'idée de progrès pour qu'elle devienne à nouveau vivace, qu'elle ait à nouveau du sens, qu'elle soit mobilisatrice? C'est quoi le truc, hein? Il y a peut-être, pour vous aider, une suggestion que je peux vous faire. Ce serait de faire une expérience de pensée consistant à imaginer que vous mettez dans une capsule temporelle, capable donc de voyager dans le temps, tous les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. Condorcet, Diderot, d'Alembert, Voltaire, enfin, il faut choisir. Hein. Vous les faites atterrir en 2023 et vous leur présentez étape par étape, pas tout d'un coup parce qu'ils vont être... Non mais imaginez leur réaction s'ils arrivaient chez nous. Enfin, ils ne comprendraient rien en fait. Ils deviendraient fous sans doute. Donc il faut leur ménager un circuit touristique avec des étapes bien préparées et essayez vous-même d'imaginer les étapes que vous aimeriez leur présenter et imaginez leur réaction. Après les avoir lues, essayez d'imaginer les réactions qu'ils auraient s'ils voyaient telle ou telle scène que vous leur présentez. Bon, par exemple, d'Alembert, si vous l'amenez dans une classe de terminale, je ne sais pas comment on dit terminale en Suisse, dernière année avant le bac, voilà, il assiste à un cours de mathématiques. Déjà, il va comprendre que l'école est obligatoire pour tout le monde. Ça, il ne l'avait pas imaginé. Il va aussi voir que les étudiants de classe terminale apprennent des mathématiques que lui ne connaît pas. Calcul matriciel, etc. Il ne va pas comprendre le cours de maths. Je ne suis pas en train de dire que les élèves de terminale sont meilleurs que d'Alembert en maths. Hein. Mais bon, voilà. Il va être heureusement surpris, il va être admiratif, sauf s'il est en France, mais du niveau en mathématiques des élèves, quoi. Ensuite, vous l'amenez au CERN, vous lui expliquez enfin, ils vont être complètement perdus. Vous leur montrez les expériences qui ont permis de découvrir le boson de Higgs. Ils vont voir que les physiciens sont capables de faire des découvertes qui sont des découvertes philosophiques négatives, qui obligent à changer la façon de penser philosophiquement certaines notions, en l'occurrence celle de masse. On a changé notre façon de comprendre la masse grâce à l'expérience de physique. Ils vont être complètement émerveillés. Et puis, vous allez leur dire, je ne sais pas, qu'au XIXe siècle, on a trouvé une nouvelle interaction naturelle, physique, qu'on appelle l'électromagnétisme, grâce à laquelle, quelques décennies plus tard, des ingénieurs ont pu fabriquer des objets qu'on appelle des téléviseurs, qui permettent de retransmettre le son et l'image dans n'importe quelle maison. Ils vont être scotchés. Et ils vont demander, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous retransmettez en direct les cours du Collège de France. Et là, vous les plantez devant une chaîne commerciale un samedi soir en les rivant au canapé. Et là, ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi? Pourquoi vous avez utilisé cet instrument incroyable pour... voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut voir qu'en cette situation, il y a des allotélies, c'est-à-dire que le but visé n'a pas été le but atteint. Plutôt, le but atteint n'a pas été le but visé. Il y a eu une allotélie. On est allé ailleurs que là où ils pensaient que nous irions. Il y a des endroits où nous avons régressé. Il y a des endroits où nous sommes allés plus loin que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Au point que c'est difficile de faire un bilan global. Hein. Mais il me semble que en tentant d'imaginer ce que serait leur réaction dans ces différentes situations, on peut faire une sorte de travail critique à propos de l'idée de progrès qui a été pensée à cette époque, et peut-être que ce travail critique serait l'amorce d'un travail de reconstruction de l'idée de progrès qui tienne compte de ce que nous avons appris par l'histoire depuis que cette idée a été formulée pour la première fois. Voilà ce que je voulais vous dire en vous remerciant pour votre attention.
Alors, merci beaucoup, cher Étienne, parce que là, ce n'est plus des ampoules, ce sont des lampadaires que vous allumez dans nos têtes. Alors moi, j'ai eu besoin de prendre quelques notes, j'ai essayé, mais du vertige de la lumière comme chant cantique à nous ramener à l'esprit des lumières pour provoquer notre pensée, nous inviter à penser contre notre pensée, à avoir le courage de notre entendement, de manière à faire un distinguo au niveau des référentiels que nous utilisons et d'un certain nombre de concepts, la différence entre progrès et innovation, technologie et science. J'imagine que vous avez dans vos têtes moult questions à poser maintenant. La séance est ouverte pour ce dialogue avec notre invité. La parole est à vous. Un certain nombre de 2 micros au moins sont disponibles dans la salle pour prendre vos questions. Elles sont les bienvenues. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup pour votre conférence, très intéressante. J'aimerais juste revenir sur ce que vous disiez sur Condorcet. Pourquoi Condorcet, lorsqu'il a évoqué, enfin, vous aviez évoqué un peu la loi de la cause à effet sur les différentes... donc je trouvais extrêmement intéressant que lui-même avait soulevé le fait que d'une cause initiale, vous arrivez déjà à un effet complètement inattendu. Pourquoi avez-vous dit qu'en fait, c'était pas juste? Alors, en effet, Condorcet, il invoque ce qu'on appelle aujourd'hui un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès. Vous en créez un, ça embraye sur les autres. Et il pensait au genre humain. Voilà. Et le progrès, chez les philosophes des Lumières, il est associé au genre humain tout entier. Et on voit bien que le progrès, il a augmenté sans doute le niveau de vie sur l'ensemble de la planète, mais d'une façon qui est très, très inégalitaire. Et notre façon de penser le genre humain a complètement changé. Par exemple, si vous lisez Jules Ferry à l'Assemblée tentant de justifier la colonisation, son argument, c'est le progrès. Il y a l'idée que le progrès, il doit diffuser temporellement, les générations du futur vivront mieux que celles d'aujourd'hui, mais il doit aussi diffuser spatialement à la surface de la Terre. Et s'il ne diffuse pas suffisamment vite, on va l'aider par la colonisation. Aujourd'hui, ce sont des idées qui sont très, très vivement contestées. Et ce qui empêche que Condorcet puisse être considéré comme ayant vu juste sur ce plan, c'est que, en effet, vous avez aujourd'hui les moyens de vivre avec un progrès technique, matériel tellement élevé qu'on peut presque considérer que vous êtes sorti de la condition humaine. Au sens où vous êtes débarrassé de toutes sortes de soucis qui sont liés à la matérialité du corps. Vous vivez dans un confort, des soins de santé qui rendront difficile pour vous le seul fait de mourir. Mais en même temps, vous avez des gens qui meurent dans la rue. Voilà. Et c'est à mon avis ce qui les choquerait le plus si on les ramenait dans une capsule temporelle. C'est de voir à quel point l'humanité, finalement, s'est segmentée de ce point de vue-là. Cher Étienne Klein, bonsoir. Cher condisciple d'ailleurs. Vous avez parlé de Voltaire et des Lumières. Et je me rappelle que Voltaire disait à propos du peuple, que vous avez évoqué aussi, le peuple autant de bœufs auquel il faut un joug, du foin et du fouet. Et j'en viens à ma question. J'ai entendu d'ailleurs sur notre station préférée quelqu'un qui avançait l'idée qu'au tout début de l'expansion, il a même précisé comme s'il y était 10 puissance moins 26 secondes, la vitesse de l'expansion était supérieure à celle de la lumière. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Je vous remercie. C'est une question qui n'est pas liée au sujet. Hein. Il a parlé de l'hypothèse de l'inflation, c'est ça? L'inflation cosmologique? La vitesse de l'expansion. Allô?
Oui. La vitesse de l'expansion au tout début, j'ai pas voulu employer le mot Big Bang, qui me semble... L'idée, c'est que, je vais pas en parler longuement, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais l'hypothèse est la suivante. On a constaté que l'univers observable, il est plat. Alors plat, ça ne veut pas dire plan, ça veut pas dire qu'il a 2 dimensions, ça veut dire que la courbure généralisée de l'espace est nulle. Si vous prenez 3 points dans l'espace appartenant à l'univers observable, il constitue un triangle. Et si vous mesurez la somme des angles de ce triangle, vous trouvez 180 degrés, comme en géométrie euclidienne. Alors que dans une géométrie courbe, par exemple la surface d'un ballon, si vous tracez 3 points, la somme des angles n'est plus 180 degrés. Mais dans notre univers, spatialement, tout se passe comme s'il était plat, donc la courbure est nulle, alors qu'a priori, elle aurait pu être de n'importe quelle valeur positive ou négative. Donc il y a des gens qui disent, c'est plat, c'est comme ça, il n'y a pas à se poser de questions. Et puis il y a des gens qui se sont dit, dans les années 70, que s'il est plat, pour nous, c'est peut-être parce que l'univers observable est une toute petite partie de l'univers réel. Et finalement, on est comme à la surface d'un ballon, on est myope, on voit que les immédiats de l'endroit où nous nous trouvons, et nous ne voyons pas la courbure généralisée du ballon. Donc on dit qu'il est plat parce qu'en fait, on a une petite vue sur la totalité de l'univers. Et ils ont fait l'hypothèse que après le Big Bang, il y a eu ce qu'on appelle une inflation colossale. La taille de l'univers a augmenté de 10 puissance 50 en dimension pendant une durée de 10 puissance moins 32 secondes, donc c'est vraiment pas un train de sénateur. Et en effet, l'expansion de l'univers s'est faite à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui ne viole pas du tout la relativité. La relativité dit que vous ne pouvez pas transmettre dans l'espace une information qui va plus vite que la lumière, mais 2 points de l'espace peuvent tout à fait s'éloigner de l'un l'autre du fait de l'expansion à une vitesse qui est plus grande que la lumière, puisqu'il n'y a pas d'information qui est échangée dans le processus. Ça, c'est toujours le risque et la beauté des choses, c'est qu'une conférence, une idée peut amener à un autre sujet de conférence. Mais moi, c'est ce qu'on appelle les courts-circuits, c'est très bien. Merci pour cette magnifique conférence. Tu as terminé en évoquant l'allothélie, qui pourrait expliquer qu'au fond, la marche au progrès que nous avons suivie longtemps finit en quelque sorte sur une déception. Alors, cette allothélie, seulement, tu l'as seulement évoquée, mais comment la définirais-tu? Ou est-ce que tu as une idée pour dire qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a causé cette déception, ce mouvement de côté, ce que Bergson appelait un accident d'aiguillage? Ce qui a créé la déception, c'est sans doute trop d'attentes. Trop d'attentes, ça expose forcément à la déception. D'autre part, comme tu le sais bien, une idée trop précise du bonheur rend malheureux. Moi, je pense que c'est le bonheur qui est la cause du malheur. C'est-à-dire que quand on a une idée trop précise du bonheur, on est capable de mesurer la distance qui nous sépare du bonheur. Et on a peur de le perdre. Woody Allen disait « Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux ?» Voilà. Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Mais pour être vraiment heureux, il me manque une grande maison, etc., etc. Et on est capable de faire la liste des choses qui nous séparent du bonheur parce que nous en avons une idée trop précise. Donc moi, je pense que pour éviter la déception, il faut se débarrasser de l'idée de bonheur, qui est un piège. Ensuite, je pense que pour moi, c'est d'ailleurs une surprise. La surprise, c'est l'affaiblissement de la notion de vérité. Voilà. L'affaiblissement, ça, je pense qu'ils auraient été vraiment surpris. Ça a été analysé par un philosophe britannique que vous connaissez sûrement. Il est mort il y a quelques années, mais il s'appelait Bernard Williams. Il a écrit un livre publié en 2006 sous le titre « Véracité et vérité », qui me semble très juste à propos du diagnostic qu'on peut faire du statut de la vérité dans les sociétés qu'il appelle postmodernes comme la nôtre, comme les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que dans nos sociétés éduquées, formées, informées, il y a un courant de pensée qu'il appelle le désir de véracité. Nous ne voulons pas être dupes des discours officiels. Nous sommes assez grands
pour juger de ce qui est vrai. Et nous craignons, lorsqu'un discours officiel nous dit ceci ou cela, nous voulons être sûrs que ce qui nous est dit n'est pas dit parce que les personnes qui le disent ont intérêt à le dire, mais parce que ça correspond à la vérité. Donc en fait, ce désir de véracité, c'est le souci de ne pas être dupe. Et c'est évidemment parfaitement sain en démocratie, et même ailleurs d'ailleurs, surtout ailleurs. Et ce désir de véracité, normalement, il devrait servir à l'identification de la vérité. C'est-à-dire, l'esprit critique qui met en branle devrait aboutir à l'identification de la vérité. Mais ce que montre Williams, c'est que par un effet pervers, c'est le contraire qui se produit. Et qu'en fait, le désir de véracité conduit à un déni de l'idée de vérité. Pourquoi ? Parce que le processus critique généralisé va enclencher dans la société tout entière l'idée qu'il n'y a pas de vérité assurée. Autrement dit, dès qu'on vous présente une vérité, vous allez vous demander si elle n'est pas relative, contextuelle, éphémère, culturelle, instrumentalisée, factice. Et donc le désir de véracité va affaiblir l'idée de vérité. Et ça, c'est quand même une sorte de piège dans lequel on est, qui, me semble-t-il, est renforcé par le numérique, puisque vous le savez bien, en quelques clics, aujourd'hui, chacun d'entre nous peut fabriquer son chez-soi idéologique, c'est-à-dire une communauté numérique qui rassemble, grâce aux algorithmes, qui ont vite fait de repérer vos tropismes intellectuels et autres, qui rassemble des gens qui pensent comme vous, qui s'abreuvent comme aux mêmes sources que vous, et vous êtes enfermés dans une communauté homogène qui va vous donner l'impression d'avoir raison contre tout le monde, de sorte que l'idée même de vérité va se balkaniser en quelque sorte, et vont se constituer des petites sociétés au sein de la société, comme aurait dit Tocqueville. Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, dit la plus grande menace pour la démocratie, c'est la constitution de petites sociétés de clans qui rassemblent des gens qui défendent des valeurs ensemble, qui leur semblent plus importantes que les valeurs du contrat social. Et il me semble que ça, c'est une chose qu'on va se réaliser. L'armée française, par exemple, s'intéresse beaucoup à ce problème pour essayer d'anticiper d'éventuelles guerres civiles. Quand chacun est... En fait, on est tous dans la même société, mais on n'est pas dans le même monde. Voilà, on n'est pas dans le même monde. En France, il paraît qu'il y a 17% de gens qui pensent que la Terre est plate. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, si les gens qui répondent à cette question sont sincères. 17%, c'est beaucoup. Moi, j'en connais qu'un, un de mes voisins. Alors, les sites qui expliquent comment on a su que la Terre est plate sont très très bien faits. Il y a des centaines d'arguments qui sont tous faux, mais personne n'est capable de les réfuter un à un. Il y en a trop, ils sont subtils, etc. Et ce voisin, il les lit, il m'assomme à chaque fois que je le rencontre. Et il me poursuit quand je lui dis que je suis pressé, il me suit dans le bus. Mais, oui, c'est qui suit. Moi, je ne sais pas, mais lui sait. Mais ça vaut le coup de discuter avec ces gens parce que on finit par les convaincre un peu, puisque l'autre jour, il m'a dit, Monsieur Klein, vous savez, des platistes, il y en a tout autour du globe. Et là, je me suis dit que le progrès était en marche. Non, mais simplement, juste une remarque. Il n'y a jamais eu autant de platistes sur Terre qu'aujourd'hui. Tout le monde sait que la Terre est ronde. Mais ceux qui savent que la Terre est ronde pensent que l'humanité a pensé pendant des millions d'années que la Terre était plate, et tout d'un coup, révélation, elle est ronde. Et ça, c'est faux. C'est faux. On n'a pas de texte platiste de l'Antiquité, ni chez les Grecs, ni chez les Indiens, ni chez les Chinois. À chaque fois qu'on trouve un texte écrit, donc, parlant de la forme de la Terre, elle est ronde. Et moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais entendu parler de platiste. Autrement dit, le platisme, c'est terrible à dire, le platisme est une invention d'Internet. Peut-être un petit mot, est-ce que ça ne nous amène pas à l'idée de ces certitudes qui sont nourries d'elles-mêmes? Non mais si Condorcet découvrait qu'aujourd'hui il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, il se demanderait mais qu'est-ce qu'on a raté, quoi? Qu'est-ce qu'on a raté? Et moi je pense qu'il faut interroger simplement, c'est un autre exercice, le sens de l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Voilà. Dans ma génération, j'ai questionné des camarades d'école récemment, qu'est-ce que voulait dire dans les années 70 l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Ils ont été unanimes à dire que c'était un jugement moral
En fait, on n'arrête pas le progrès, c'était un accueil enthousiaste qui était adressé au futur. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il ne serait pas bien de l'arrêter puisque c'est une bonne chose. Ça ne se fait pas de vouloir arrêter le progrès. Voilà. Et pour mes étudiants d'aujourd'hui, à qui j'ai posé la question que veut dire pour vous le dicton on n'arrête pas le progrès, c'est tout à fait autre chose, c'est un jugement pratique. C'est l'idée qu'on ne sait pas où est la pédale de frein et personne n'a la main sur le cours de l'histoire. Et donc on est entraîné dans un flux qui est notamment dynamisé par les progrès de la technologie, sans que personne ne puisse dire où on va, ni où on voudrait aller, etc. Comme si on avait perdu la main. Alors comment expliquer ce renversement quand même en une ou deux générations du sens de l'expression? Moi j'ai une explication qui est allégorique, qui est évidemment qui n'est pas la bonne, mais qui fait réfléchir. Vous savez que dans les années 90 du siècle passé, il s'est passé un événement historique passé sous silence, mais qui s'est produit à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle le retournement des poussettes. C'est-à-dire avant, les bébés, les enfants, étaient poussés dans le sens inverse de la marche, dans la poussette. Donc ils voyaient la personne qui les poussait, en général leur mère, avec laquelle ils pouvaient échanger des sourires, des grimaces, des onomatopées, etc. Bref, ils étaient connectés à leur origine. Ils prenaient confiance par le fait qu'ils avaient un visage familier devant eux. Et puis, une fois qu'ils étaient devenus un peu plus grands, alors on les retournait vers l'avant et ils pouvaient croiser des visages anonymes. Et on a retourné les poussettes dans les années 90 à cause de la conjonction entre deux événements indépendants qui sont d'une part l'invention des congés de paternité en Suède et d'autre part la mode du jogging. Donc les pères de famille suédois qui étaient en congé de paternité, ils poussaient les poussettes et non plus les mamans, et ils voulaient préparer la course du dimanche. Donc on a retourné les poussettes et les enfants sont poussés dans le sens de la marche. Donc ils ne voient plus la personne qui les pousse, ils voient des anonymes. Alors certains ont loué cette pratique au motif que ça libérait de la tutelle familiale, mais la vérité c'est que ne voyant que des gens anonymes, inconnus, ils ont peur, d'où l'éco-anxiété d'aujourd'hui. Donc moi je propose que la première mesure soit de retourner les poussettes. Merci pour ces propositions concrètes. On a encore quelques minutes si certaines d'entre vous ont une, deux questions brûlantes, et puis il nous faudra conclure. Je vois une main qui se lève ici, et d'avance, est-ce que quelqu'un d'autre prendra la question, monsieur aussi? Oui. Merci beaucoup pour cette conférence, très enrichissante. J'ai une question un petit peu naïve peut-être. Je m'attendais à que certains mots soient lâchés pendant la conférence, et ils n'ont pas été lâchés, et je me demandais un peu pourquoi. Et c'est les mots de productivisme, individualisme, peut-être capitalisme aussi. Et je me demandais si dans l'idéologie des Lumières, on peut voir déjà des embryons de ces idéologies-là. Et je voulais savoir aussi ce que vous pensiez de ces termes-là, si c'était juste des moteurs d'une pensée au-dessus, ou si c'est devenu aussi une idéologie en tant que telle, d'être productiviste, individualiste, etc. Je ne sais pas si la question est pertinente, hein. Vous pouvez aussi me dire qu'elle n'est pas dans le sujet. Hein. Alors, le mot productivisme, je ne crois pas qu'on puisse le lire dans les textes des philosophes des Lumières. Hein. En fait, eux, ils pensent plutôt à la libération de l'esprit. Ils n'envisagent pas, par exemple, le fait que au XIXe siècle, la condition ouvrière va être celle qu'on a connue, avec une forme d'asservissement pour le capitalisme. C'est des choses qu'ils ne voient pas venir du tout. Hein. Donc je ne sais pas bien répondre à votre question, en effet. Non pas que je vais botter en touche, hein, mais en fait, il y a une forme de libéralisme, d'exploitation des ressources, par exemple, dont on voit bien, grâce à la science d'ailleurs, qu'elle ne peut pas continuer. Et donc, la transition dont j'ai parlé, elle est motivée par le fait que nous savons que ça ne peut pas continuer indéfiniment. Voilà. Et donc la question est non plus tellement qu'est-ce qu'on voudrait pour la suite, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour empêcher la catastrophe. Et ça peut démobiliser. Hein. Il y a des gens qui préfèrent
se retrancher, se planquer, rester chez eux, regarder des séries, plutôt que de s'engager dans le monde. Pour moi, la grande question, c'est comment fabriquer un message qui ait du sens, un récit, comme je disais tout à l'heure, qui permette aux jeunes générations de savoir quoi faire. Non pas de leur promettre un futur attractif, crédible, etc., mais de trouver une ligne de pensée, un projet, disons, un projet à grande échelle, qui donne un sens à leurs actions. Et ça, c'est un travail qui avait été quand même amorcé pendant le Covid. Moi, je me souviens, pendant le Covid, on était donc confinés. Et moi, je ne sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais en France, j'étais très étonné de voir que le confinement a été très, très bien accepté, finalement. Il y a eu les Français qui sont un peu rebelles, ils étaient chez eux sans moufter, ils ne sortaient pas. Il y avait évidemment la peur de la maladie, mais il y avait surtout, je pense, un immense soulagement. C'est-à-dire que pour une fois, on était débarrassé du souci d'être en retard. On a toujours l'impression que le monde va plus vite que nous. On est toujours en retard d'une information, etc. On court après l'actualité, finalement. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus d'histoire. En tout cas, en apparence, il n'y a plus d'histoire. Et on est synchrone avec le monde. On est synchrone avec le monde. Et du coup, on peut faire l'effort de penser au monde de demain. Donc le monde de demain, c'était une expression du président de la République. Et on a vu apparaître des collections dans les maisons d'édition, des articles, des think tanks sur le monde de demain, où les gens se sont mis à réfléchir à ce qu'on voudrait pour la suite en tenant compte de ce qu'on était en train d'apprendre. Notamment qu'un petit virus de quelques nanomètres de diamètre était capable d'arrêter l'économie mondiale. Ce qui montre qu'on a une certaine fragilité quand même. Et de tenir les leçons de ce qu'on était en train de vivre pour fabriquer un projet pour le futur qui soit, sinon désirable, en tout cas qui indique une direction intéressante pour ce projet. Et vous remarquez que comme à chaque fois qu'une épidémie est terminée, on oublie les leçons qu'on avait tirées de son apparition. Donc je n'ai pas répondu à votre question. Mais j'ai quand même dit des choses. En touche, c'est passionnant. Une dernière question de monsieur et puis nous clôturerons. Je suis un petit peu inquiet en regardant l'image qui est derrière vous, où on voit un personnage qui est au sommet d'une montagne. Je suis un ancien professeur de physique. J'ai enseigné la physique à des adolescents. L'humanité a avalé beaucoup de choses. On lui a dit que la Terre était plate, puis ronde, puis qu'il y avait des sphères de cristal autour. Puis on a dit non, c'est plus comme ça. On a avalé. C'est bon. On nous a parlé d'interaction à distance. On a tous bien travaillé avec M. Newton. On a avalé. On nous a dit que la physique, il fallait faire des statistiques pour expliquer la chaleur, les gaz. On a avalé. On a toujours enseigné ça à des ados. On est arrivé vers la fin du 19e siècle, on a commencé à coincer un peu. Puis est apparu Einstein, là, on a coincé beaucoup. Bon, la relativité restreinte, on a avalé et on a fait avaler ça à des ados. Je l'ai fait, ça marche. Général... difficile. On peut mettre des billes dans des draps de lit avec une masse au milieu, faire des trucs comme ça, mais guère plus loin. Et puis est arrivé un truc absolument imprévisible qui s'appelle la physique quantique. Et là, on regarde le plafond en gratouillant, et puis bon, ok, passons à autre chose, parce que c'est un truc fou. Alors on peut leur en parler comme une espèce de cabinet de curiosité délirant, complètement, et on est coincé. Moi, je vois mes collègues de biologie, je voyais, je suis à la retraite maintenant, mes collègues de biologie faire extraire de l'ADN à leurs étudiants de 4e année, enfin, juste avant le bac à Genève, leur faire couper cet ADN à l'aide de ciseaux biologiques, c'est-à-dire la physique du moment. Moi, je ne peux plus depuis longtemps. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à une espèce d'asymptote, singularité? Est-ce qu'on n'est pas coincé? Je collectionne les livres de vulgarisation de mécanique quantique. Ils sont tous très mauvais. Oui. Alors, c'est une vaste question. Enfin, moi, je pense qu'on est arrivé à une asymptote
même en dessous de la vulgarisation. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'échec de la vulgarisation. C'est-à-dire que c'est en effet bizarre, abstrait, et on pourrait même raconter toute l'histoire de la physique depuis Aristote jusqu'à aujourd'hui, en montrant comment l'esprit humain a réussi à s'émanciper du contexte particulier dans lequel il est. En fait, pour le dire de façon brutale, je pense que notre monde, le monde, alors quand je dis le monde, c'est pas l'univers. Hein. Le monde, c'est-à-dire là où nous sommes, nos interactions entre nous, l'environnement proche, c'est ça que j'appelle le monde, ce avec quoi on est en interaction plus ou moins directe. Le monde nous masque l'univers. On est dans un endroit très particulier, on est sur Terre, dans un champ de gravitation particulier, on n'est pas dans le vide, on est dans l'atmosphère. On a des vitesses de déplacement qui sont lentes par rapport à la vitesse de la lumière, de sorte qu'on peut synchroniser nos montres. Et une fois qu'elles sont synchronisées, elles restent synchronisées, quels que soient nos voyages dans l'espace. Ça, c'est parce qu'on ne va pas trop vite. Et donc, mais on a pu, grâce à des experts de pensée ou des génies comme Galilée, Einstein que vous avez cités, on a pu comprendre les lois de l'univers qui contredisent les lois du monde. C'est-à-dire ce qu'on infère de l'observation du monde est contredit quand on sort du monde pour regarder ce qui se passe dans l'univers. Et il me semble que, un peu comme vous le dites, on est en train de rétrécir notre psyché au monde. On s'intéresse beaucoup moins à la nature qu'à l'environnement. Tous mes étudiants, ils font des thèses sur l'environnement. Sur la nature au sens de l'univers, moins. Voilà. Comme si on restreignait notre champ d'intérêt à tout ce qui nous soucie aujourd'hui. Et la curiosité pour la curiosité me semble être un petit peu en panne. Et j'ajouterais une chose, c'est que pendant très longtemps, je l'ai dit d'ailleurs, la science a été le moteur de l'idée de progrès. Et donc on disait, si la science permet de faire ceci ou cela, on doit le faire, il faut au moins aller y voir. Alors qu'aujourd'hui, on a compris que la science produit des connaissances scientifiques, ça c'est certain, mais elle produit aussi une forme une forme d'incertitude par le fait que la science ne nous dit plus ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne, notamment technologiques. La science vous dit comment faire de l'IA. Elle ne vous dit pas ce que vous devez faire de l'IA. Elle ne vous dit pas quelles sont les décisions que vous devez déléguer à des machines. Elle vous dit comment couper des brins d'ADN. Elle ne vous dit pas si vous devez le faire. Elle vous dit comment faire un ordinateur quantique éventuellement. Elle ne vous dit pas si vous devez le faire. Pareil pour les centrales nucléaires. Est-ce qu'on doit les faire? On sait comment les faire, est-ce qu'on doit les faire? Et avant, on le faisait parce que c'était dans la logique des choses que d'explorer les potentialités de la science. Aujourd'hui, on hésite. Ça devient une affaire de discussion, de débat. En fait, ça devient une affaire de valeur. Alors qu'avant, c'était une affaire de principe. Or, la valeur d'une valeur est moins grande que la valeur d'un principe. Parce que la valeur d'une valeur elle dépend des évaluateurs. Moi, j'ai travaillé au conseil scientifique de l'Office parlementaire pour les choix technologiques, où des gens se réunissent pour se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on autorise les pesticides? Est-ce qu'on fait des centrales nucléaires? Etc. Et les discussions n'aboutissaient jamais. Parce que nous faisions comme si nos incertitudes à nous, nos hésitations à propos de ce qu'il faut faire, étaient des hésitations non pas venant de nous-mêmes, mais des hésitations de la science elle-même. On disait on n'est pas sûr, la science c'est le doute, etc. Du coup on procrastinait. Les uns mettaient sur la table des valeurs économiques, d'autres des valeurs philosophiques, néo-rousseauistes ou autres, d'autres des valeurs d'hygiène et de santé, d'autres des valeurs ceci ou cela, et on n'arrivait pas à converger dans une décision qui fasse l'unanimité. Et il me semble qu'on est un peu dans cette période de flottement, où on ne sait pas dire exactement ce que nous voulons. Et un projet de société, un récit, comme je disais tout à l'heure, me semble être devenu nécessaire pour qu'on puisse dire ensemble ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons. Qu'est-ce que nous voulons en tenant compte de ce que nous savons? Ça serait l'occasion de réinstaller dans les sociétés comme les nôtres ce que j'appellerais une flèche du temps, c'est-à-dire à la fois une direction et puis une ambition. Merci beaucoup, Étienne Klein.
le dire ensemble de ce que nous voulons en fonction de ce que nous savons, en tenant compte de ce que nous savons, et la question de la flèche du temps. Merci Étienne Klein. Vous avez parlé de messages à la jeunesse. Il y en a un que j'ai retenu et que je livre, que je vous restitue avec gratitude de ce qui m'a touchée ce soir. C'est cette phrase d'optimisme, pour moi, ce qui ne va pas est le ferment du meilleur. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, il y a une définition de l'optimisme que vous connaissez sûrement, qui a été proposée par Jean d'Ormesson, un écrivain français qui est mort il y a quelque temps. Il disait, un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Et c'est pas ma définition. Voilà. J'ai oublié de vous remercier pour votre humour. Merci. J'ai le plaisir maintenant de laisser le mot de la fin, la clôture de cet événement à Elisabeth Parmentier-Gangloff, doyenne de la faculté de théologie de l'Université de Genève, notre hôte ce soir. Merci beaucoup. Simplement 3 phrases pour terminer. Remercier beaucoup le professeur Klein de cette rencontre entre finalement la philosophie, les sciences et l'éthique, donc toutes les questions qui nous agitent dans notre cycle. Remercier également Marie-Gabrielle Cajoli, qui préside la fondation Yves et Inès Oltramar. Je remercie aussi Yves Oltramar, qui est présent de soutenir ce programme à ciel ouvert tout au long de l'année. Je remercie Guylain Waterloo, qui pilote le programme, et Fernand Salzman qui le coordonne. Et je vous remercie de votre fidélité en vous invitant demain au dernier cours sur les limites à 16h15 dans la salle U259 et puis bien sûr l'année prochaine pour d'autres conférences. Et merci encore à notre conférencier, professeur Klein. Merci.